Véronique. Bonjour, bonjour à tous. Et donc, Alors, je vais essayer de partager mon écran. Et voilà, donc aujourd'hui, en fait, le but est de vous présenter les résultats de l'enquête Time to Work, donc travailler avec une affection rhumatismale qui a eu lieu en 2020, donc l'année passée. En fait, ici, il va y avoir en fait deux interventions. Donc, la première, c'est celle-ci, aujourd'hui, qui va donner les résultats de l'enquête qui a eu lieu en juin 2020. Mais il y aura aussi une intervention le vendredi 30 du 4, donc vendredi prochain en soirée, où il y aura un atelier de discussion relative justement au travail avec les personnes qui travaillent ou qui ont dû arrêter de travailler à cause de leur affection inflammatoire rhumatismale. Et si vous voulez participer à cet atelier, donc vous pouvez vous inscrire via le site. Et les résultats de l'enquête, donc celle que l'on va voir actuellement et les résultats de l'atelier, seront remis aux rhumatologues lors du congrès de la SRBR en septembre 2021. Alors ici, c'est pour vous rappeler l'enquête qui a eu lieu l'année passée. Donc, c'était une enquête conjointe Claire et Rumanet. Donc, Rumanet, en fait, c'est le pendant de Claire, mais du côté néerlandophone. Alors, tout au début, c'était une campagne qui a été lancée par Euler et Paré en 2019. Alors, en fait, l'EULAR, c'est l'Alliance européenne des associations de rhumatologie. Et en fait, ils soutiennent en tout cas tout ce qui est éducation, recherche, prévention et traitement des maladies rhumatismales. Tandis que Paré, là, c'est le réseau des organisations nationales de personnes qui sont atteintes d'arthrite et de rhumatisme à travers l'Europe. Et en fait, l'idée, là, c'est vraiment d'unir ensemble et d'assurer que la voix des personnes qui sont atteintes de maladies rhumatismales soit vraiment entendue et ait une influence auprès des vrais décideurs en Europe. Et tout ça pour permettre de créer des alliances qui pourraient faire la différence dans la vie des patients. Et Claire ainsi que Rumanet font partie de ce réseau. Et donc, ici, donc, l'enquête a été réalisée en collaboration avec Rumanet. Alors, la situation en Europe et chez nous. Alors, je prends tout d'abord le contexte européen parce que c'est parti de là, en fait, l'enquête. Donc, à l'intérieur de l'Union européenne, les pathologies rhumatismales sont la principale cause d'incapacité physique qui entraîne des congés de maladie, des retraites anticipées et une perte considérable de productivité sur le lieu de travail. Alors que travailler est vraiment une partie, une étape importante de la vie. À la fois, et tout ça a un impact évidemment, à la fois le gain financier, ainsi que les avantages psychologiques des différentes personnes. Donc, l'estime de soi, aussi, ça permet le partage, la relation avec les autres. Alors, chez nous, Claire, donc c'est associé aux différentes campagnes. Sur la droite, vous voyez ici un petit t-shirt qui signifie la campagne Don't Delay Connect Today. Donc, ça veut dire vraiment de sensibiliser les personnes au diagnostic précoce. Donc, de vraiment aller voir le médecin dès qu'elles estiment qu'elles ne sont pas bien, qu'il y a un risque pour elles d'avoir une maladie rhumatismale. Ici, j'ai été un peu trop vite.
Et alors, aussi l'enquête pour identifier l'impact de la maladie sur la situation professionnelle, mais aussi les différentes, barrières, donc les différents obstacles que vont rencontrer les patients, lorsqu'ils vont, travailler avec une maladie rhumatismale, mais aussi lorsqu'ils ont dû arrêter de travailler à cause de cette maladie et aussi de pouvoir identifier quels sont les besoins des patients et ce qui leur manque. Alors, les résultats de l'enquête, en fait, se sont déclinés en 2 parties. La première partie, tout d'abord, on va parler, quel est le public, en fait, qui a participé à cette enquête-là. On va ensuite expliquer le lien, entre le diagnostic, et le travail. Et ensuite, voir quelles sont les barrières qu'il faut vraiment vaincre et les besoins, à combler pour que la personne qui désire rester au travail puisse le faire et la personne qui a envie, de travailler et qui pour le moment, ne le fait pas, soit capable de le faire. La seconde partie, quant à elle, était orientée davantage, vers les mécanismes, d'aide, c'est-à-dire, où trouver les informations et c'est là toute la question, sur comment rester au travail. Alors nous terminerons par une, conclusion et puis nous identifierons les actions que l'on va pouvoir, faire pour aider au maximum, les patients. Alors, qui a participé à cette enquête? Tout d'abord, on voit que 221 personnes ont participé et parmi ces 221 personnes, 204 avaient une pathologie rhumatismale. Alors, vous voyez qu'il y a un fort pourcentage de femmes par rapport au pourcentage, d'hommes et à peu donc 93 par rapport, à 7. Vous voyez aussi, nous avons fait une répartition, par pays, donc une couverture, géographique. Vous voyez que à peu près 76, je vais peut-être mettre, ici un stylet pointeur laser. Vous voyez ici que 76 à peu près viennent de la Belgique, mais nous sommes aussi très suivis en France, où vous voyez que 21 de patients ont répondu, de la France. Alors en Belgique, ce sont surtout les provinces, du Hainaut, Liège, Bruxelles. Ces 3-là représentent à peu près à elles seules les 3/4 des réponses, suivies pour le dernier quart restant par les provinces respectivement, du Brabant, wallon, de Namur et enfin de Luxembourg. On a aussi classifié les participants par tranche d'âge. Vous voyez que notre groupe regroupe vraiment, tous les âges. Mais ils s'intensifient vraiment entre les 35 et les 44 ans et si on fait une moyenne pondérée, nous arrivons à peu près, aux environs de 45 ans. Alors, nous avons aussi demandé la situation, familiale, des différentes personnes qui ont répondu. Donc, on voit que la plupart, sont en couple, ou sont mariés. Certains vivent seuls, d'autres vivent dans une famille avec leurs parents ou encore d'autres situations. En ce qui concerne la diversité des pathologies, vous voyez, j'ai fait un petit podium ici où on voit vraiment que ce sont surtout des participants, étant des patients lupus qui ont répondu. Ensuite, des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, puis de spondylarthrite, de sclérodermie, d'arthrite psoriasique. Alors en dehors, j'ai mis parce qu'on pouvait, aussi, pouvoir cocher plusieurs, pathologies. Donc on peut très bien avoir une polyarthrite rhumatoïde avec, un Sjögren et donc au niveau Sjögren, il y avait 25, arthrose 24 et fibromyalgie, 18. Alors on a fait aussi une comparaison entre, la situation au travail au moment, du diagnostic et la situation au travail à une date bien précise qui était au moment de l'enquête, le 1er janvier 2020. Alors il faut savoir évidemment que le moment du diagnostic est une étape assez bouleversante dans la vie,
d'une personne qui est touchée par ces pathologies rhumatismales, hein. Le monde s'effondre un peu autour de nous, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour nos proches. Et donc, s'ensuit une longue durée de stress face à l'avenir, avec toutes sortes de questions. Est-ce que je vais pouvoir continuer mon travail? Dans quelles conditions? Tout doit être revu, reconsidéré. Donc, un nouveau départ doit être repris. Donc, c'est vraiment très important ce moment de diagnostic. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'au moment du diagnostic, que les personnes avaient un travail à plein temps à 58%, en tout cas 58% de personnes travaillaient plein temps, un travail mi-temps 14%, et les personnes qui étaient à ce moment-là en arrêt de travail, il y en avait 3%. Quand on regarde l'évolution au moment de la date du 1 janvier 2020, que voit-on? Eh bien, on voit que le travail plein temps qui était de 58% ici est descendu à 32%, que le travail mi-temps qui était de 14% ici a été augmenté jusqu'à 21%, et que l'arrêt de travail qui était de 3% ici est passé à 17%. Et je vais dire sans vraiment de surprise, malheureusement, nous constatons une diminution assez forte du travail plein temps, ainsi qu'une augmentation d'arrêts de travail et de travail mi-temps. Alors, on a aussi demandé, parmi ceux qui étaient restés au travail, on leur a demandé quel avait été l'impact. En général, ceux qui répondent, c'est que l'impact, par exemple, a été négatif sur la poursuite de la carrière. Beaucoup ont aussi signalé que ce n'était plus possible du tout de travailler comme on le voudrait, qu'il y avait une réduction du temps de travail, qu'il y avait un gros impact financier, en tout cas que ça pesait lourdement sur le plan financier. Ils subissaient également beaucoup plus de stress et le rythme de travail est parfois beaucoup trop lourd à supporter, avec comme implication une aggravation des symptômes. Et alors, ils doivent également s'absenter régulièrement pour se rendre chez le médecin ou même bénéficier de soins spécifiques. On a aussi demandé dans le travail quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées. Quelles sont les barrières qui ont entravé le retour au travail? Ou alors, pour ceux qui sont au travail, qu'est-ce qui rend difficile d'y rester? Alors, quand on regarde ici le graphique, j'ai sélectionné un top 5. Le premier que l'on rencontre, donc la première barrière, la première difficulté, c'est évidemment la fatigue. La seconde, ce sont les douleurs. Donc, vous voyez ici les douleurs. La troisième, c'est un mauvais sommeil. En quatrième position vient l'imprévisibilité de la maladie. Et en dernière position, dans mon top 5, en tout cas, viennent les raideurs matinales que beaucoup d'entre nous connaissent. Évidemment, il y a encore d'autres difficultés, hein. Ici, je n'ai pris que le top 5 parce que si vous ne prenez que les premières, fatigue, douleur, raideur, mauvais sommeil, entraînent une fatigue encore plus grande et la boucle est bouclée, hein. En fait, ce sont des états qui symbolisent à eux seuls le vécu quotidien d'un patient qui est atteint d'une maladie rhumatismale. Et aussi l'imprévisibilité de la maladie, c'est en fait un genre d'épée de Damoclès, hein, qui est suspendu au-dessus de notre tête, car il est vraiment difficile de prévoir la prochaine poussée inflammatoire. Elle peut survenir dans l'heure qui vient sans prévenir. De plus, la maladie n'est pas toujours visible et beaucoup de patients doivent faire face aussi à l'incompréhension des proches, que ce soit la famille ou les collègues, qui ont parfois difficile à croire qu'ils sont malades. Mais vous voyez qu'après les raideurs matinales, vous avez aussi le stress qui intervient, la limitation au niveau des mouvements, des problèmes de concentration,
le climat, les problèmes de mobilité et autres. Très peu ont quand même répondu qu'ils n'avaient pas de difficultés. Alors, on avait aussi demandé aux patients, ceux qui avaient des besoins, si leurs besoins étaient rencontrés dans leur situation professionnelle. Et donc, nous avons voulu savoir s'ils avaient vraiment été rencontrés et s'ils avaient pu en bénéficier. Alors, dans l'information que l'on a reçue, on peut voir que les besoins rencontrés, il y en a surtout deux. Donc, c'est de pouvoir parler ouvertement de leur pathologie ou de ne pas parler de leur pathologie, d'avoir le choix de ne pas en parler et aussi de recevoir de l'aide de leurs collègues dans certaines tâches. Par contre, des besoins qu'ils avaient mais qui sont revenus avec un retour mitigé, c'est par exemple pouvoir planifier son propre agenda, être compris de la hiérarchie et des collègues, pouvoir disposer d'horaires flexibles. Ça, c'est évidemment très important, surtout pour l'heure de début de journée, donc l'heure de dérouillage, de démarrage, lorsque l'on a des raideurs matinales. Et aussi ne pas avoir des horaires en pause. Par contre, il y a des besoins qui n'ont pas du tout été rencontrés. C'est recevoir un soutien financier pour compenser la réduction de travail, la possibilité de travailler davantage à la maison. Bon, c'est une enquête qui a été faite évidemment l'année passée, donc j'ai bien l'impression que pour le moment, avec ce qui se passe au niveau du Covid, que ce besoin-là risque d'être davantage rencontré que par le passé. Alors, aussi un besoin non rencontré, donc la possibilité de rencontrer des médecins pendant les heures de travail, l'adaptation ergonomique adaptée et se sentir valorisé. Par contre, ce qui n'était pas demandé, c'était de changer de tâche au sein du travail et se diriger vers une autre fonction. Voilà, donc travailler, mais pas non plus à n'importe quel prix, hein, comme on voit l'image de ces travailleurs. Alors, la deuxième partie, donc en fait, la deuxième partie, on demandait si le patient voulait poursuivre l'enquête. Et ici, nous avons 154 personnes qui ont poursuivi l'enquête et la proportion au niveau homme-femme, au niveau tranche d'âge, au niveau études était quasiment identique. Alors, on leur a posé la question, qui peut donner le plus d'informations sur leur retour au travail d'après eux, donc d'après le patient? Alors, le patient a dit, ben, moi, je vais retrouver le maximum d'informations auprès d'un rhumatologue ou encore auprès du médecin généraliste. Et ça semble logique, effectivement, que le patient se retourne vers son partenaire médical. Il y a également en troisième position l'organisation de patients. Donc, il y a une grande attente vis-à-vis des organisations de patients qu'elles puissent fournir, en tout cas, aux patients ce genre d'informations. Ce qui est aussi interpellant, c'est que 31 patients n'ont pas d'idée, donc ils ne savent pas vers qui se tourner. Néanmoins, certains pensent quand même se tourner vers la VIC ou encore une infirmière en rhumatologie. Et alors, le slide suivant vous montre où le patient a réellement trouvé les informations. Donc, le premier, c'était plutôt comment le patient pensait vers qui tourner faire ses recherches pour avoir de l'information. Ici, c'est lui poser la question à qui il les a demandées, vers qui il les a vraiment trouvées. Et alors, avec un grand pourcentage, en tout cas ici 76 personnes, donc 37 n'ont retrouvé l'information nulle part. 34 personnes ont trouvé l'information chez le rhumatologue et 23 chez le généraliste. Donc ça veut dire que les rhumatologues, les généralistes répondent, mais pas autant qu'ils espèrent, en tout cas à leurs attentes. Et il y a vraisemblablement un grand besoin d'être informé à ce niveau-là.
Alors, une dernière question était posée, c'était le type d'information que le patient désirait. Donc, les patients, donc, qu'est-ce qu'ils désirent? Donc, ils manquent cruellement d'informations et la première chose qu'ils désirent, c'est savoir où s'adresser. Ça, c'est la première chose qu'ils demandent. Ensuite, un conseil, comment gérer la fatigue et le stress au travail. Ensuite, avoir des informations sur le support financier et des informations sur leurs droits et obligations et aussi ce que je peux faire avec ma maladie. Et on peut continuer. Donc, l'information de l'impact de la maladie sur le lieu de travail. Il viennent ensuite possibilités d'adaptation sur les lieux de travail et comment je peux expliquer mes limitations. Alors, quand on leur pose comment voulez-vous recevoir ce type d'information, vous voyez ici en bleu, les patients préfèrent en tout cas recevoir ce genre d'information via une brochure. Une proportion légèrement moindre disent bien plutôt vers Internet. D'autres parlent, ah, c'est le rhumatologue plutôt. D'autres préfèrent les vidéos. Et enfin, nous avons le généraliste. Voilà, et ceci termine les questions posées lors de l'enquête. Nous arrivons aux conclusions hein, par rapport aux informations que nous avons reçues, recoupées, etc. On se rend compte que les rhumatologues et les médecins généralistes sont vraiment des partenaires privilégiés du patient parce que le patient va se retourner d'abord vers ces personnes-là. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les patients recherchent de l'information et ont vraiment très difficile à en trouver. Il faut dire aussi que l'information existe, mais elle est fort morcelée. Ce qu'on peut dire aussi, c'est lorsqu'une maladie est déclarée, il y a un haut pourcentage d'arrêt au travail et beaucoup de personnes passent également à mi-temps, donc travailler plein temps et puis passer à mi-temps. Il y a également l'aspect financier qui revient comme important, en tout cas, à plusieurs types de réponses aux questions. Au niveau des barrières à franchir pour le retour au travail ou pour y rester pour ceux qui sont au travail, on peut les diviser en 4 groupes. Le premier groupe, ce sont les limitations physiques avec fatigue, douleur, raideur. Ensuite, au niveau de l'environnement du travail, on peut parler de beaucoup de stress qui est engendré, une non-adaptation du matériel. Ensuite, dans le travail aussi, il y a des difficultés de valorisation et de relation avec les différents acteurs, donc la hiérarchie, les collègues. Et aussi, il y a aussi un problème au niveau des règlements du travail, c'est-à-dire les horaires fixes ou variables, le refus du télétravail, la difficulté de pouvoir avoir des visites chez le médecin durant les heures de travail. Alors, au niveau des actions, donc ce que l'on va pouvoir faire en tout cas suite à l'étude des résultats de cette enquête, c'est sans doute constituer une brochure qui serait disponible pour tous et qui contiendrait des informations simples et claires et d'abord toutes les informations qui nous ont été revenues via cette enquête. L'idée aussi serait de prendre contact avec les différents acteurs comme la VIC, ça c'est pour la partie wallonne du pays, et Iriscare qui est plutôt pour la partie bruxelloise, pour identifier les pistes d'amélioration concernant donc cette diffusion d'informations à plus large échelle.
Et aussi, l'idée, comme je vous l'ai dit en début de présentation, ce serait donc la discussion de toute cette problématique-là avec les rhumatologues lors du prochain congrès de la SRBR. Et donc, non pas seulement basé sur l'enquête dont je viens de vous révéler les résultats aujourd'hui, mais aussi basé sur le petit atelier de travail qui aura lieu le vendredi prochain et qui permettra d'avoir une discussion et votre retour sur les différents problèmes que vous avez rencontrés personnellement. Voilà, donc j'ai terminé ici la présentation sur les résultats de l'enquête Time to Work qui a eu lieu l'année passée. Et donc, voilà, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Merci Véronique. Alors oui, il y avait une petite question pour toi. Ce serait donc, la question était, donc ces droits des aménagements, vers qui faudrait-il se tourner? Donc je ne sais pas très bien si tu peux répondre à cette question, mais en tout cas, je pense, heu, où en tout cas on peut trouver cette information et chez qui au final, Oui, alors moi personnellement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là, mais disons que c'est vraiment le type de question dont on peut prendre note et donc s'informer par après pour trouver la meilleure réponse, évidemment, selon que l'on soit en Wallonie ou à Bruxelles, parce que peut-être les interlocuteurs vont être différents. Mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir des retours de tous les problèmes que rencontrent les patients qui désirent retourner au travail et qui ont des difficultés de le faire, et aussi des patients qui sont au travail et qui ont des difficultés de pouvoir rester au travail. Et donc, c'est vraiment important d'avoir le retour et de bien noter toutes leurs demandes et toutes leurs questions parce que je pense, enfin, j'attends l'atelier de vendredi, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de cas particuliers et donc il faudra bien détailler dans tel type de personne, sous tel contrat, eh bien, il a droit à ce type d'aide et il doit s'adresser à tel type d'organisme. Je pense qu'il faudra vraiment aller jusqu'à ce détail-là pour pouvoir aider un maximum de patients. tout à fait. Et je pense qu'en Belgique, c'est assez complexe avec les différentes régions. Donc, il faut répondre à ces questions petit à petit. Mais c'est pour ça qu'on fait cet atelier vendredi. Je pense que c'est vraiment important de rappeler. Donc, venez vraiment vendredi parce que donc on ramènera donc au congrès donc la SRBR pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc, c'est la Société royale de rhumatologie et donc par la suite, on pourra revenir vraiment avec ces résultats et ces questions vers les différents gouvernements et pour faire bouger les choses parce qu'au final, c'est ça qu'on veut, hein, c'est pouvoir rester actif et voilà, travailler comme une personne normale, si je puis dire, entre guillemets. Oui, c'est Donc, ça, c'est clair, c'est le moment, c'est ce que je peux dire. C'est le moment si vous avez des problèmes, des soucis, des questions à ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment le moment de pouvoir le faire et de nous donner un maximum d'input ce vendredi parce qu'avec tout ce que vous nous donnerez, nous irons le déposer sur la table ronde, je vais dire, de la SRBR en septembre. en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci aussi. Pour ce sujet. Et puis c'est vrai que malgré tout, on n'est pas aussi équivalent en Flandre qu'en Wallonie, parce qu'on sait qu'en Flandre, il y a des coachs justement pour le travail, peuvent se remettre au travail. Et c'est vrai que je pense qu'il sera intéressant d'avoir les questions, mais aussi de quoi auriez-vous besoin au travail. Je pense que ça nous intéresse aussi de savoir justement qu'est-ce qui permettrait de rester actif au travail. Donc voilà. Oui, c'est ça. Donc Justine a tout à fait raison. Donc je pense qu'il faut vraiment savoir l'information qui vous manque,
savoir les besoins que vous avez et les ressources que l'on peut mettre à votre disposition. Je pense que c'est vraiment les 3 clés qui vont permettre, d'avancer, dans ce sens-là. C'est ça. Merci beaucoup, Véronique.